Offrir et ne donner que les soins médicalement nécessaires, on insiste là-dessus parce que souvent en médecine, ce que moi je constate dans ma pratique à moi, c'est qu'on offre comme un peu un buffet ouvert. Puis des fois, on offre même des options qui ne seraient pas adéquates pour ce patient-là, mais on se dit, bien, il faut offrir, ou tu sais, comme il a le droit de savoir. Bien non, mais il n'a pas le droit de savoir si ce n'est pas approprié pour lui, ou à la limite, dites-lui, il y aurait ça, mais dans votre cas, ce n'est pas approprié pour vous. Mais on a tendance à ouvrir un petit peu, des fois, et d'offrir même des options qui ne devraient pas être données. Refus de collaborer à un acte qui va à l'encontre de l'intérêt du patient, bien ça, c'est dans les codes de déontologie des soignants. Donc, si on revient vite, agir, bon, ça c'est plus pour le décès, pour éviter l'acharnement thérapeutique, respecter la dignité de la personne, fournir un soin, ça c'est tout dans le code de déontologie, ignorer l'intervention qui ne respecte pas sa liberté professionnelle. Donc, un patient qui vous demande quelque chose qui n'a pas de bon sens, vous n'avez pas à le faire. Je donne tout le temps, j'aime ça les exemples niaiseux. Quelqu'un qui vous arrive et qui a besoin d'une chirurgie cardiaque, qui vous dit « Moi, là, c'est correct, là, je l'ai vu ta chirurgie, mais j'aime pas ça l'anesthésie, je suis contre ça, j'ai peur de ne pas me réveiller. » Vous faites quoi? Vous allez dire « Ah, c'est son autonomie, il a le droit de décider. » Bien non, ça serait de la mauvaise pratique. C'est un exemple niaiseux, mais ça vous montre que des fois, il y a des choses comme ça où on oublie que ce n'est pas juste une question d'autonomie, il faut voir avec les bonnes pratiques. Refuser de collaborer et participer à tout acte qui irait à l'encontre de l'intérêt du patient eu égard à sa santé, et ce, malgré qu'il doit collaborer avec les proches du patient. Donc, des fois, on est pris avec des familles exigeantes, puis ignorer les interventions d'un tiers. Le patient, et ça c'est intéressant, on l'oublie, a droit de recevoir les soins requis par son état de santé, c'est évident, mais des soins qui sont adéquats sur les plans à la fois scientifiques, humains, sociaux, avec continuité, de façon personnalisée et sécuritaire. Donc, ça revient à l'élaboration du jugement clinique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas j'ai le droit à n'importe quoi. Il y a quelqu'un, quelque part en équipe, qui s'est assis, qui m'a dit que dans mon cas, voici les options valides pour moi, pas les options valides pour tous les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Et donc ça, il a le droit de recevoir, mais en fonction d'un jugement clinique préalable. A droit d'être informé avant de consentir ou refuser, mais doit collaborer loyalement aux soins. Et ça, on ne l'a pas dans la loi, mais c'est dans la jurisprudence, c'est tout aussi valable. Ce que ça veut dire, obligation de collaborer du patient, c'est le corollaire de son autonomie, qu'il se comporte de façon à permettre au médecin, à l'équipe, de remplir son obligation de bien soigner. Il doit faire preuve de franchise et de loyauté, pas dissimuler d'informations, suivre les prescriptions relativement aux examens diagnostiques, aux traitements. Donc, on s'entend en tenant compte des réalités, mais ça fait partie de ses obligations. Faire preuve de bon sens et prendre des initiatives le cas échéant. Donc, s'il y avait un nouveau symptôme, on donnait l'exemple tantôt, si son état se détériore, est-ce que le médecin pouvait être poursuivi? Bien, si son état se détériore, qu'il y a des symptômes importants et qu'il n'a pas averti personne, ça, c'est son obligation. C'est sa responsabilité de faire un suivi sur sa propre santé. Et il doit accepter la consultation en référence à un spécialiste. Ça aussi, c'est important. Des fois, les gens vont venir nous voir, ils refusent de rencontrer le psychiatre. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais si, par exemple, vous avez besoin d'un test sanguin absolument pour savoir quelle dose donner de quelque chose, puis que le patient refuse la prise de sang, vous pourriez facilement lui dire, « Écoute, moi, si je n'ai pas cette information-là, je ne peux pas te donner ton médicament, par exemple. » Bien, des fois, si voir un psychiatre ou voir un autre professionnel, c'est essentiel pour la prise en charge, c'est important comme équipe et comme médecin, surtout de dire, écoute, moi, il me manque une partie du problème là, ou de la situation, je dois avoir cette information-là. Donc, des fois, ça peut valoir la peine d'insister un peu de cette façon-là. Il a le droit de refuser de toute façon, mais de faire voir comment c'est important dans sa prise en charge. Et il a le droit de refuser les soins proposés. Donc, ce qu'on propose, nous autres, toujours en éthique, dans le fond, c'est un processus où on dit, il faut décider ce qui doit être fait, avec les actions éthiques acceptables et valides d'un point de vue clinique, expliquer pourquoi. Parce que déjà, il y a un processus qui est fait de jugement clinique par chacun des intervenants. Et le problème qu'on a souvent, c'est que les gens n'expliquent pas le pourquoi entre eux. Ils savent pour eux, mais ils ont oublié de dire à l'infirmière ou aux autres, « Bien, moi, c'est ça la réflexion que j'ai derrière ma tête pour ce patient-là. » Donc, cette mise en commun-là du pourquoi est importante parce que c'est comme ça qu'on fait sens. C'est comme ça qu'on est capable aussi d'avoir une meilleure cohésion quand on va présenter le plan thérapeutique au patient. Et finalement, comment on va le faire? Bien là, ça vous amène un peu aux 2 pas en avant. Le comment, ce n'est pas juste ouvrir la sonde, je ne sais pas trop quoi, c'est le après. Le comment, c'est comment on va s'attendre à ce qu'il y ait une récupération. S'il vous dit tout de suite qu'il ne veut rien savoir de telle autre affaire, il faut envisager déjà d'autres choses. Une prise de décision, c'est important de reconnaître quand il y a un malaise dans l'équipe de soins. Certains membres de l'équipe sont pour laisser une chance, d'autres vont exprimer le fait que ça a assez duré, c'est une mauvaise utilisation des ressources.
il ne faut pas ostraciser ni l'un ni l'autre. Il faut être capable d'en parler ensemble pour être capable de faire sens puis dire, bien, on fait quoi avec ça, puis essayer de trouver finalement la solution qui peut convenir dans la situation en ayant en tête que c'est pour le patient. Donc, tous les membres impliqués pour entendre leur point de vue, évidemment, le patient et sa famille quand on peut. Donc, reconnaître nos valeurs, hein? Qu'est-ce que moi, ça me fait ressentir, mes émotions au niveau des valeurs, qu'est-ce que moi, je prime dans cette situation-là, pourquoi? Et quelle vision chaque personne a du problème, parce que des fois, on peut être surpris de voir, quand on met en commun, comment les façons divergent. Donc, on a tenté de vous illustrer un peu quelle aurait été la discussion d'équipe. Donc, peut-être que la psychologue, son point de vue pour ce patient, c'est oui. Je comprends que c'est difficile, mais quand même, c'est un jeune patient. Il y a beaucoup de choses auxquelles il doit s'adapter. Peut-être qu'on serait plus en faveur de laisser une chance. La travailleuse sociale, elle, va peut-être nous parler, bon, c'est un patient d'origine haïtienne, il y a des croyances par rapport à la médecine traditionnelle. Il faut quand même être peut-être plus ouvert à ça. Docteur L va dire, bon, là, OK, c'est assez, là, il fallait venir à la clinique parce que là, un moment donné, il faut que quelqu'un s'en occupe, alors que Docteur R, qui est dans la même clinique, va dire, on a assez investi de temps et d'énergie que ce patient-là qui fait juste à sa tête. On va se centrer sur ceux qui se responsabilisent à la clinique. Donc, déjà, là, juste le fait d'entendre et de discuter, et ça, c'est important de discuter parce que quand on a 7-8 intervenants médicaux qui viennent en clinique puis qu'il n'y a pas de cohésion avec ce type de patient-là, c'est là où on a des problèmes et le patient va rapidement trouver la faille là-dedans pour s'enligner plus vers le docteur L que le docteur R. Le pharmacien qui, lui, aura peut-être rencontré le patient, avoir tenté d'avoir tout fait pour faciliter le régime pharmacologique, les prises d'IA les moins chères possibles. Puis malgré ça, quand il faisait un suivi avec le pharmacien d'officine, il se rendait compte que le patient n'avait tout simplement pas acheté ou été observant avec le renouvellement de sa médication. Puis peut-être que l'infirmière de la clinique a dit « Ouais, c'est bien beau ça, mais j'ai déjà tout essayé comme stratégie avec ce patient-là. Si on le reprend, c'est moi qui vais me retrouver avec les analyses débalancées, les médicaments non renouvelés. » Puis on sent peut-être, quand on va discuter en équipe, qu'elle ressent un grand fardeau. Donc, il faut sûrement entendre tout ça pour essayer de trouver un consensus pour la meilleure solution possible. Donc, reconnaître les valeurs en conflit. Encore là, on a toujours la bienfaisance versus l'autonomie du patient. Les bénéfices du traitement, comparé à la souffrance du patient, mais en ne voulant pas faire de la mauvaise médecine, donc la non-malfaisance. L'autonomie du patient versus l'allocation des ressources. Hein. Nous, nos cliniques d'insuffisance cardiaque, on commence à avoir une liste d'attente. Probablement que c'est la même chose pour vous. À un moment donné, quand il prend une plage horaire d'un patient qui en aurait besoin et qui ne se présente pas, on peut être déçu de ça ou avoir une certaine colère par rapport à ce type de comportement. Donc, les options qu'on a retenues, il y en avait 3. Donc, on reprend le suivi du patient à la clinique parce que certains intervenants étaient en faveur de ça, hein, puis même parmi l'audience ici. Ça donne le message au patient qui peut poursuivre le même comportement, qui va obtenir des soins au besoin, et ça risque d'entraîner de la souffrance et de l'épuisement pour les intervenants. Et quand on pense en éthique, on privilégie ici l'autonomie du patient. On réfère le patient à l'urgence et on refuse par la suite le suivi à la clinique. Le message vise à faire comprendre au patient qu'il ne peut pas faire à sa tête, ça fixe des limites. Il doit assumer la conséquence de ses choix. Ça causait peut-être un malaise auprès de certains intervenants, mais ça venait sous-tendre le principe d'allocation des ressources, de justice et de bienfaisance parce qu'on ne voulait pas faire de la mauvaise médecine non plus avec ce patient-là. Mais comme le dit Delphine un peu plus tôt, ce n'est pas une solution qu'on devrait faire parce que le patient n'a pas été informé préalablement que ce serait une option. Et la troisième option, qui est peut-être un compromis, le patient est réintégré à la clinique, mais à certaines conditions. Donc, c'est l'équipe qui établit un cadre qui va fixer les limites et les devoirs du patient, mais aussi de l'équipe. Parce que c'est beau de demander beaucoup de choses au patient, mais nous, comme équipe aussi, on a des devoirs et des responsabilités. Et même si ça ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe, le processus qui conduit à cette décision-là fait en sorte que les intervenants peuvent se rallier, même ceux qui disaient « bon, ben là, on ne le suit plus ici ». Donc, quand on comprend comment on arrive à ça, mais peut-être que ça aide un peu à l'acceptation du processus et ça respecte ici l'autonomie du patient, le respect pour l'équipe, la bienfaisance et la non-malfaisance. Donc, c'est petit ici, mais c'est une histoire vécue.
Donc, on a énoncé le plan thérapeutique proposé pour le patient. Donc, il devait suivre son traitement pharmacologique, prendre ses médicaments, tenter du mieux que se peut. Puis, on comprend qu'on n'a pas une exigence à 100% du respect de la limite hydrique du régime hyposodé, mais on lui demandait aussi de se peser 3 fois semaine, de nous aviser s'il gagnait du poids et aussi qu'il devait se présenter à ses rendez-vous. Le patient devait s'engager à respecter le traitement pharmaco et non pharmaco, s'engager à aviser l'équipe, s'engager à se présenter à l'heure fixée de ses rendez-vous, s'engager à aviser l'équipe s'il ne peut pas se présenter au moins 24 heures à l'avance, et en cas d'annulation, il devait lui-même communiquer avec le centre des rendez-vous pour en prendre un, il faut que ce soit toujours l'infirmière qui doive le relancer, et puis on venait le responsabiliser. Pour l'équipe, on s'engageait à lui offrir les soins requis pour son état de santé. On s'engageait à lui retourner ses appels dans la journée pour effectuer le suivi nécessaire. On s'engageait à l'informer sur l'état et l'évolution de sa santé et à transmettre les informations pertinentes au CLSC pour la continuité de soins et s'engageait à respecter son refus de soins. Et la conséquence, l'équipe de soins estimait nécessaire l'adhésion du patient à ce plan de traitement pour sa qualité de vie, la stabilisation de son état et de sa survie. Et bien, s'il ne respectait pas ça, on pourrait, à la limite, mettre fin à la relation thérapeutique. Et le patient devait signer et l'équipe de soins aussi. On va arrêter ici? Oui, on va arrêter. C'est bon. Voilà.